皆様、間もなく登場の時間が参りました。J'oublierai jamais ce moment où j'étais devant mon ordinateur avec mes tableaux d'Excel et je me suis retournée et j'ai regardé mon boss dans son beau bureau avec sa belle vue et je me suis posé la question que je m'étais jamais posée auparavant, c'est est-ce que je veux être à sa place demain? Parce que je savais que c'était la next step pour moi et la réponse a été immédiate. Non. Est-ce qu'on a une vision philosophique ou pas de sa vie? Et qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin et de vous dire ok, je fais ça pour cette raison-là, pour cette raison particulière qui est mon ikigai. Je pense pour moi, avant tout, c'est une question de culture d'entreprise. Si l'entreprise n'est mue que par atteindre des objectifs chiffrés, on est sûr d'avoir sur toute la lignée une approche transactionnelle. Alors en effet, c'est pourquoi pas. Mais pourquoi pas est lié à une autre question, parce que c'est deux questions à chaque fois que je me pose. Pourquoi pas? Et la seconde, au pire, qu'est-ce que je perds? Vraiment. On embarque en média avec Hélène Salvini Fujita. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Et si la vie n'était juste qu'une succession d'opportunités et de choix? Nous sommes la somme de nos expériences. Je suis Charles Briet et vous écoutez Embarquement immédiat, le podcast des passionnés du monde. Je suis parti cette semaine à Tokyo, à la rencontre d'Hélène Salvini Fujita, en embarquement immédiat entre le Japon et la Suisse. Spécialiste du retail du luxe, comédienne à Londres, animatrice à la NHK, représentante des grandes marques du luxe au Japon, fondatrice de son cabinet de conseil Hélène Sways, Hélène va vous inspirer tout au long de cet épisode riche en apprentissage. On revient ensemble sur son parcours, on échange sur la culture japonaise, la recherche de sens, le fameux ikigai, la relation client à l'heure du digital et la culture d'entreprise, l'importance de l'intuition, mais aussi son expérience théâtrale. Alors attendez-vous à apprendre et à être inspiré. Hélène Salvini Fujita, merci de nous recevoir chez toi. Alors pour commencer, l'évocation même de ton nom est déjà un appel au voyage. Je te laisse nous expliquer tout ça. Oui, bon, alors bonjour Charles, bonjour à tous. Oui, alors c'est très simple. Mon père est franco-italien, lui-même donc un mélange entre la France et l'Italie, et puis ma mère japonaise. Voilà, donc ils m'ont prénommé Hélène, ça fait très français. Oui. C'est Helenu en japonais, phonétiquement, mais j'ai aussi un prénom japonais qui est Yoriko. Voilà. Ok, c'est très joli. Merci. Et qui veut dire? Alors, ma mère a choisi ce prénom qui est en fait le sien. Il s'écrit avec des kanji, donc des caractères chinois, qui signifient dans le droit chemin. D'accord. Bon, bah c'est beau. Espérons que tu sois dans le droit chemin. Ah oui, alors il est pas très droit mon chemin, il est très en zigzag, mais j'ai bien une direction, oui. D'accord. Avant d'aborder ton parcours, t'as été actrice, t'as travaillé à la télévision japonaise, je crois. Oui. Tu as une carrière t'as une carrière surtout dans le retail du luxe. On y reviendra, que ce soit chez Louis Vuitton, chez Dior ou chez Hermès. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et c'est ce voyage, puisque tu étais entre la France et le Japon, je crois, pendant ton enfance? Oui, tout à fait. Je suis née à Paris et puis à l'âge de 4 ans, nous sommes partis à Tokyo pour 7 années, donc en famille. Et c'est tout ceci donc dans la deuxième moitié des années 80. Et puis par la suite, de nouveau de retour à Paris avec une scolarité au lycée, collège-lycée, vraiment dans le centre de Paris, dans un lycée privé catholique. Donc c'était un grand changement de ma vie à Tokyo. Et puis après, j'ai continué mes études supérieures donc à l'université à Paris, dans le droit et dans le chinois. T'as fait la fac d'Assas, la faculté d'Assas, c'est ça, ou t'as un master de droit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Et en même temps, t'étudiais à l'université de Chine, c'est ça? Oui, alors il y a un institut très réputé pour tout ce qui est apprentissage des langues. Ils appellent ça
exotique. Enfin, voilà. Et donc, j'ai aussi suivi un cursus en chinois en parallèle du droit. Ouais. Alors, quelles étaient les grosses différences déjà quand on est une petite fille et qu'on a vécu en France d'abord, on arrive à Tokyo, c'est un choc. Oui, alors bon, à cet âge-là, je dois dire que j'en garde plus un grand souvenir, mais c'est surtout pour moi la période de transition à l'adolescence. Nous sommes rentrés, si je puis dire, enfin pour moi c'était comme si je découvrais la France pour la première fois à l'âge de 12 ans. Parce que on n'était jamais rentré en fait pendant les 7 années au Japon, et je dirais oui, crise identitaire majeure, ouais, vraiment très courante chez les biculturels, surtout je dirais européens ou disons occidentaux mi-asiatiques. Il m'a fallu quand même 2-3 bonnes années pour apprécier mon côté plus français, parce qu'en arrivant à Paris à l'âge de 12 ans, je me considérais beaucoup plus japonaise. Quand tu es arrivé à Tokyo, tu parlais japonais? Ta mère t'avait appris le japonais? Oui. Ou oui, tu parlais déjà? Oui, tout à fait. Oui, on avait grandi, même en étant à Paris, on avait, je crois, une jeune fille au père japonaise. Ma mère s'est toujours efforcée de nous parler, je dis nous parce que j'ai un frère, nous parler en japonais. Donc à la maison, c'était français quand mon père était là, et puis en son absence, japonais. D'accord. Et après ton parcours, donc après ces études de droit, donc t'étais plus destiné à une carrière de droit. T'avais fait quoi, du droit des affaires? Oui, tout à fait. Alors bon, ça c'est très, comment dire, j'ose pas dire cliché, mais c'est le cas. J'ai été vouée à faire une carrière en tant qu'avocate, voilà, sur une sphère internationale. Malheureusement pour mes parents, j'ai choisi autre chose. À la fin de mes études de droit, j'ai réalisé que c'était pas vraiment le type de travail auquel je voulais dédier de nombreuses heures par jour. Donc, je suis partie à Tokyo. Je suis repartie seule à Tokyo. J'avais 23 ou 24 ans. Ce qui était à la base juste un petit passage de quelques mois pour profiter de l'été, c'est finalement transformé en 10 années, 10 années de séjour, ça fait long. À l'époque, j'avais l'intention en fait de partir surtout en Chine, donc je voulais passer par Tokyo quelques mois et ensuite migrer vers Pékin pour commencer une vie de zéro, voilà. D'accord. Là-bas. Mais plus en Chine qu'au Japon au départ. Oui, au début, c'était mon intention parce que comme je venais aussi de terminer mes études universitaires en chinois, je m'étais dit c'est l'occasion pour approfondir la matière et puis pourquoi pas commencer une carrière là-bas sans vraiment savoir ce dans quoi j'allais me diriger. Simplement, j'ai été retenue à Tokyo et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a retenu à Tokyo? Explique-nous. J'étais stagiaire au début dans un magasin de luxe et puis cette maison en fait m'a proposé un poste, voilà. Et le poste m'a paru intéressant. En fait, il m'a surtout paru intéressant parce que j'ai vu la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Et c'était pas un poste qui me préexistait. Il avait été créé à ce moment-là. J'ai tout de suite senti ce potentiel d'apprentissage. Donc là, c'était quoi? C'était Dior déjà à l'époque? Oui, c'était chez Christian Dior, donc la filiale japonaise. Et puis c'est la curiosité qui m'a fait rester. Donc là, t'avais quel poste? Alors donc mon diplôme de droit et de chinois en poche. Jamais j'avais imaginé intégrer le secteur du luxe sur un poste de chef de produit, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai eu de la chance. J'ai eu un patron à l'époque, il était français d'ailleurs, qui m'a recruté sur la base de mon potentiel. J'ai envie de dire c'est un petit peu le modèle anglo-saxon. C'est le recrutement où la personne en face de vous, au lieu de regarder votre CV, d'ailleurs, à ce stade-là, votre CV, il n'y a pas grand-chose, hein. mais au lieu de se focaliser sur les acquis, je pense, a senti en moi ce potentiel. C'est le cas au Japon, ils ont ce mode de recrutement. Alors en France, je sais qu'on est très CV, diplôme et voilà, cursus, et moins l'expérience. Dans les pays anglo-saxons, on va être plus sur l'expérience et même la culture de l'échec d'ailleurs. Hein. Si t'as échoué, c'est intéressant. Au Japon, c'est sur quoi on se base pour recruter quelqu'un? Alors j'ai envie de dire en fait, au Japon, c'est comme en France. C'est vraiment sur tout ce qui est diplôme, renommée, voilà, des écoles.
Simplement, au Japon, je dirais que c'est moins figé qu'en France. C'est-à-dire que les gens vont vous recruter sur les noms d'écoles, mais pas forcément sur le diplôme que vous avez obtenu. Donc ça, c'est pas parce que vous avez fait du droit que vous n'allez pas pouvoir faire autre chose. Par exemple, du commerce. Oui. Et là, je trouve que c'est quand même un peu plus dans l'esprit anglo-saxon où les gens vont... Les passerelles sont autorisées et on va plus regarder l'expérience ou en tout cas la formation et la manière dont a été formée la personne au niveau mental et au niveau apprentissage. Tout à fait. Que le diplôme en lui-même et le contenu, quoi. Ouais. Oui. Moins sur des acquis vraiment tangibles, mais plutôt sur un jugement de la personne comme étant quelqu'un qui sait réfléchir et analyser. Et... Donc là, le retail chez Dior, donc c'était Dior cosmétique ou joaillerie à l'époque? Non, c'était Dior Couture. Couture, pardon. Mais j'étais précisément recrutée pour développer le business de la joaillerie d'abord et ensuite en parallèle l'horlogerie. T'occupais des boutiques là-bas, t'étais responsable du retail, non, c'est ça? Oui, alors j'avais mon patron qui était lui en charge de développer ce business pour le Japon. En charge avec lui des magasins, c'est-à-dire des équipes de boutiques, que de la partie plus production, si je puis dire, enfin à distance, mais c'est-à-dire les commandes de collection, le réassort du stock, et puis les lancements, surtout de chacune des nouvelles collections. C'était très varié et à l'intérieur de ça, j'avais aussi la partie formation. D'ailleurs, quand je pense à ce que je fais aujourd'hui, ça me fait sourire de repenser à ma deuxième journée au sein de cette maison. J'ai mon patron de l'époque qui m'a demandé écoute Hélène, toi-même tu n'as pas été formée, mais j'aimerais que tu formes une équipe avec laquelle on va travailler à Osaka demain pour un événement client. Et cette équipe n'a jamais vendu de joaillerie avant. Donc on y reviendra. T'as créé aujourd'hui une société de formation, de coaching spécialisée dans le retail et dans le luxe, que ce soit la relation client, le management. Tu t'occupais de combien de boutiques là au Japon à l'époque? Il y avait combien de magasins? C'était variable, mais une dizaine, oui, tout à fait. Okay. Ouais. Et donc là, t'as continué cette expérience après? Je me suis posé la question est-ce que je veux vraiment continuer dans cette voie? Parce que initialement, je l'avais pas vraiment choisi. C'était une proposition qu'on m'avait faite. C'est de l'opportunité. C'était tout à fait ça, une opportunité. Je vais dire quelque chose d'un peu invraisemblable, mais j'ai jamais moi-même, je n'ai jamais envoyé de CV de ma vie. J'ai jamais procédé comme ça. D'accord. C'est bien. Je sais pas ce que c'est que de faire la démarche. Parce que je n'ai jamais été en fait dans cette posture de recherche, mais plutôt je dirais de rencontre. J'ai eu cette chance-là. Mais c'est aussi, je pense, saisir des opportunités. Voilà. Est-ce que tu crois à ce facteur chance alors? Moi, j'ai une philosophie sur la chance qui est un peu différente, mais je crois beaucoup plus à ce que tu vas mettre en place mentalement, à ce que tu vas mettre en place dans ta vie, et qui font en sorte qu'il y a des opportunités qui se créent, et après c'est des trains, il faut monter dedans ou on monte pas dedans. Mais tu as eu beaucoup d'opportunités, mais qui sont liées à des rencontres, qui sont liées à des choses que tu as semées un petit peu quand même. Ou tu trouves que c'est vraiment des facteurs chance? Alors, pour moi, c'est comme pour toi. Je conçois pas la chance comme étant quelque chose, qui vous tombe dessus. En fait, pour moi, c'est une analyse a posteriori où je me dis, j'ai su saisir une opportunité. Je pense que pour tout le monde, il y a sans cesse des opportunités qui traversent votre chemin, et c'est la capacité de savoir les saisir ou pas. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Ouais, complètement. Donc là, une petite période où tu t'es posé des questions, comme tu t'es posé beaucoup de questions au cours de ta carrière à certains moments. et là, une remise en question et te dire, voilà, est-ce que je veux continuer ou est-ce que je fais autre chose? Alors pour moi, je me suis même pas posé la question de est-ce que je veux continuer ou pas. En fait, au moment où j'oublierai jamais ce moment où j'étais devant mon ordinateur avec mes tableaux d'Excel et je me suis retournée et j'ai regardé mon boss dans son beau bureau avec sa belle vue.
Et je me suis posé la question que je m'étais jamais posée auparavant, c'est est-ce que je veux être à sa place? Est-ce que je veux être à sa place demain? Parce que je savais que c'était la next step pour moi. Et la réponse a été immédiate. Non. Ouais. Là, c'était même pas le cœur qui parlait, c'était tout le monde, la tête et le cœur, voilà, ensemble. Je me suis retournée, j'avais mon écran en face, et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais vraiment, c'était en anglais que je me souviens, je m'étais dit, mais what the hell I'm doing here? Alors, excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce que je fous ici? Et je pense que c'était simplement le timing opportun. Donc, à partir de là, les choses se sont faites assez rapidement. Là, tu faisais déjà t'avais commencé le théâtre, t'avais commencé la télévision ou pas encore? Alors, j'avais déjà commencé le théâtre. C'était, de nouveau une rencontre. Un jeune homme qui était à côté de moi, qui attendait son tour pour commander un verre. On discute et puis on découvre qu'on a cette passion commune pour le théâtre, le cinéma et autres. Et il me dit, tiens, j'ai entendu parler d'une audition pour une pièce de Shakespeare. Voilà les coordonnées de la personne à contacter. Pourquoi tu tentes pas? Pourquoi tu tenterais pas? Pourquoi pas? Why not? Voilà. Pas. Le pourquoi pas va revenir souvent, je crois. Oui, on en parlera tout à l'heure. C'est mon leitmotiv. Oui. Et donc je me suis rendue à cette audition sans préparation. C'était d'ailleurs le lendemain, je crois. Et puis j'ai décroché le rôle principal, dans cette pièce. T'as eu le rôle principal, alors que t'avais pas fait de formation à l'époque, si? T'en avais fait un peu? J'avais fait un petit peu de formation théâtrale à Paris, mais quand j'ai entre l'âge de 12 et 15 ans, c'était vraiment pour le fun. Ouais. Et là, je me suis présentée, puis j'ai dit en fait, j'étais surtout enthousiaste à l'idée de faire une audition. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que l'équipe le jury m'a retenu. Ils m'ont dit il y avait cette énergie qu'on a vue chez personne d'autre, et je pense que au-delà de la peur de pas être choisi ou la peur simple de se présenter face à des membres d'un jury, j'étais surtout dans une énergie positive et dynamique de. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est l'énergie qu'on déploie en fait, cette énergie qu'on va déployer, qu'on voit pas forcément, qui nous fait comme une forme d'aura, mais voilà, qui nous donne une énergie, peu importe ce qu'on fait. À partir du moment où on est motivé, ou à partir du moment où c'est quelque chose qui nous plaît, et c'est quelque chose qui transcende en fait. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je pense que pour moi, dans tout ce que je fais, je cherche toujours le plaisir. Du théâtre, donc t'avais arrêté Dior complètement? Oui, alors t'avais décidé d'essayer de faire une carrière au théâtre ou? Alors, j'avais 29 ans à l'époque quand j'ai décidé de quitter le monde corporate, parce que c'était ça aussi la réflexion. Oui, c'était pas Dior, hein. Non, quand tu voyais ton patron dans son bureau, c'était le monde corporate, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. C'était de me dire, j'ai 29 ans, what next? Et dans le what next, je me suis dit, si je tente pas, je vais le regretter toute ma vie. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de me lancer dans une carrière artistique. C'était mon rêve d'enfance. Et puis, de toute façon, j'avais préparé le terrain. Tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que la chance, c'est pas ce que tu prépares pas en fait un peu ta chance? Et c'est vrai. Au final, je peux pas nier que je me suis pas lancée comme ça complètement à zéro, si je puis dire. Et donc à 29 ans, je me suis dit, if not now, then when? Si c'est pas maintenant, ça viendra jamais. Ouais, voilà. Et puis j'ai eu des expériences sur les plateaux de théâtre, pareil, entre Paris, Tokyo et Londres. Et voilà, j'ai fait des comédies musicales, des apparitions à la télé. Tu t'épanouissais? Oui, alors en fait pour moi ce qui a été vraiment marquant, c'était surtout ce changement radical de passer de cette vie corporate, donc vraiment avec la routine. Alors, on dit 9 to 5, mais moi c'était plutôt 9 to 9 ou 9 to 12 quelquefois même, enfin minuit quoi, parce qu'au Japon on travaille de longues heures. Mais c'était aussi de passer de ce statut de manager reconnu,
avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le salaire, la carte de visite, les déplacements en classe affaires, les avantages en nature. C'est important au Japon. Oui, bien sûr. Le Oui, positionnement social est très important, hein, peut-être plus que dans d'autres pays. Oui, je dirais, ça dépend qui vous côtoyez. mais c'est vrai, de manière générale, en fait, avoir une carte de visite, la carte de visite au Japon, on la présente à toute occasion. Pas seulement professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Quand on rencontre une personne, par exemple, on est présenté à quelqu'un, on va s'échanger nos cartes de visite. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai faites, c'était de me créer moi ma nouvelle carte de visite où j'avais mon nom et puis en sous-titre, actress. Enfin voilà, en français j'avais mis comédienne, mais voilà. Qu'est-ce que le théâtre t'a appris sur toi? Comment aujourd'hui tu t'en sers? Alors le saut en fait que j'ai fait du corporate vers cette carrière artistique m'a fait réaliser à quel point il était difficile à ce stade de revenir à un état un peu brut. Je choisis vraiment ce mot brut parce que quand on est dans le monde professionnel, on est dans un rôle, mais c'est ce rôle un peu plus contrôlé. On contrôle ses gestes, ses paroles, son comportement en général. On essaye d'être pro. Et là, à travers les cours de théâtre et puis même à travers simplement les missions que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'en fait j'enlève toute cette partie self-control et que je sois plus dans l'instinct, voire dans l'intuition. Et c'était très très difficile, vraiment. Le mot n'est pas fort si je dis que c'était une forme de mise à nu, mais c'est une forme de reset et de retour vers l'enfance, en fait, de qui on est. Et oui, parce que quand on est enfant, on a un regard qui est sans jugement. Oui, c'est un regard qui est sans jugement. D'ailleurs, un enfant s'ouvre à tout le monde, parle à tout le monde. Voilà, c'est sans jugement. Et après, on commence à prendre des coups et on commence à avoir des jugements et une perception différente des choses. Et ça reste intéressant. Mais l'intuition, on en parle beaucoup. Comment on est guidé par son intuition et comment il faut écouter son intuition aussi. Je pense que c'est important. Ouais, c'est surtout l'écoute, je pense, qui est plus difficile parce que l'ego et parce que le jugement de soi vient faire un peu obstacle. Et pour moi, ces cours de théâtre, en particulier ceux que j'ai suivis ce qu'on appelle la method acting. Et là, c'est vraiment brut. C'est-à-dire qu'on vous laisse, il y a aucune place pour le côté raisonné. Vous êtes 200% dans l'émotion du personnage. Et donc ça, j'ai trouvé l'exercice particulièrement difficile du fait que j'avais été formatée, c'est vrai. Alors formatée non seulement culturellement parce que j'avais ce côté japonais où on est beaucoup dans la retenue. Dans la retenue, on n'exprime pas ses émotions. Enfin, en tout cas pas à l'extérieur. En tout cas, voilà, c'est des choses qui sont de l'intime. Oui, tout à fait. Et puis c'est même considéré, l'expression de sentiments forts, c'est considéré comme un comportement irresponsable en fait. Ouais, tout à fait. Et puis par ailleurs, j'ose dire que aussi une forme de formatage lié à mes origines sociales qui ont fait que l'exercice de lâcher prise et puis de pouvoir jouer des personnages aux antipodes de qui vous êtes a été particulièrement difficile. Ouais. Mais en même temps, c'est difficile et en même temps, on voit dans tout ton parcours, c'est ce qui te plaît, de te mettre en danger et d'aller chercher autre chose, quoi. Oui, alors l'une des raisons aussi qui m'a motivée de quitter le monde du corporate, c'est que j'avais souvent cette frustration de sentir que je n'utilisais que vraiment des aspects très limités de ma personne. Alors intellectuelle, mais aussi créative. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai un peu du mal avec tout ce qui est routine. J'aime bien quand je suis confrontée à différents défis.
corporate, tu y es revenu. Oui, malgré tout, oui. Malgré tout, donc t'es parti du corporate, t'as été sur des carrières plus artistiques, et puis t'es revenu sur le corporate. Alors pourquoi t'y es revenu? Alors j'ai fait donc 3 années où je m'étais concentrée sur cette carrière artistique. J'ai eu plusieurs opportunités dont je garde un très bon souvenir. Surtout le dernier projet qui était à Londres, où j'étais au théâtre avec des acteurs professionnels sur notamment une pièce où j'avais le rôle principal. Simplement, voilà, le projet s'est terminé et puis il y avait plus rien derrière. Ce qui est tout à fait normal dans une dans une vie artistique. Simplement, voilà, pour moi, c'était ce manque de visibilité m'a fait peur parce que j'avais jusqu'à présent connu vraiment le fait d'agir par soi menait forcément à un résultat. Et là, je voyais que j'avais aucun contrôle sur ma vie, sur mes projets. On sent que tu voilà, en même temps que tu veux te libérer de toute cette tradition ou voilà, toute cette culture que tu peux avoir et que tu as, et en même temps tu y reviens. C'est difficile. Oui, je pense que je suis passée d'un extrême à un autre, et que là, c'était trop d'absence de cadre. Voilà, et puis aussi une estime de soi qui était basée notamment sur une réussite professionnelle antérieure. Donc je suis rentrée au Japon et ça c'était difficile parce que c'était aussi la même année où il y a eu l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima et bien sûr le gros tremblement de terre. J'ai pris la décision de retourner à Tokyo, retrouver aussi mon compagnon à l'époque, qui est aujourd'hui mon mari. Lui avait décidé de rester malgré ce terrible incident. Et donc, comme première étape, je me suis dit, allez, je vais retourner vers ce vers quoi je connais, voilà, ce vers quoi je connaissais, et c'est comme ça que j'ai annoncé aux chasseurs de tête, et je leur ai dit, je veux autre chose que le luxe parce que ça je connais déjà. Donc j'ai dit voilà mon parcours, voilà ce que j'ai fait, proposez-moi quelque chose d'autre. J'ai eu cette proposition du groupe H&M, Hennes & Mauritz. Donc c'est vrai que c'est toujours la mode, mais moi dans mon parcours donc là, on passe de Dior à H&M quand même. On est quand même sur. Mais t'aimes bien les extrêmes, toujours. Parce que je me suis dit je vais apprendre, et puis voilà. Et c'était en plus pour un poste qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait auparavant. Là c'était pour être directrice de communication et porte-parole de la marque H&M au Japon. Et c'était les premières implantations à l'époque ou au Japon, où ils avaient déjà des magasins? Ils avaient déjà quelques magasins, mais c'était encore la phase de développement, et il y avait vraiment une grande émulation autour de ce qu'on appelle fast fashion, des marques fast fashion, donc H&M, Forever 21, Zara, etc. Donc il y avait vraiment le spotlight sur ce modèle économique. Avec des collections tous les 15 jours. Enfin, voilà, exactement. Complètement différent, ouais. En fait, c'était surtout plutôt de la curiosité par rapport à une culture d'entreprise assez unique. Enfin, selon moi, comment elle se traduit? Alors, donc, je pense que tout le monde le sait, mais c'est une boîte suédoise. Oui. Et ce que j'ai vraiment apprécié en contraste avec mon expérience chez Dior, c'était ce côté très ouvert. Tout le monde était ensemble. Des open space. Des open space, mais aussi très colorés. Et donc, en plus, on avait des îlots, et puis il y avait la musique. On pouvait mettre la musique qu'on voulait dans son îlot. Il y avait une cuisine toujours bien fournie. En termes de management, ça se traduisait comment? Alors, c'était la filiale Japon. Moi, je reportais directement auprès de la CEO locale, qui était elle-même mixte. Elle était donc américano-japonaise. C'était un management assez simple. Les décisions se prenaient très rapidement, et c'est là où on comprend la différence. Il n'y a pas de tergiversation. C'est OK, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on fait, et bam, le lendemain c'est déjà mis en action. C'est problème solution, et voilà. Ce que j'ai retrouvé en Norvège ou ce
qu'on trouve en Suède d'ailleurs, hein, qui est une réunion et à la fin de la réunion, on en a pris une décision. Je crois que c'était dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai beaucoup apprécié cette efficacité et puis comme on dit en anglais, le côté no bullshit. Voilà, c'était très focus action et on comprend le résultat aussi en magasin, pourquoi les collections changent si vite et les choses sont implémentées de manière rapide et efficace. Le travail était dense et puis je portais plusieurs casquettes à la fois. Communication interne, externe, porte-parole, management de crise et puis toute l'organisation des événements, presse, clients. Et là, je me suis retrouvée de nouveau à faire du 9h, 10h du soir au quotidien. Et là, pour le coup, c'était pas la Scandinave, hein, pour le coup. Non. Oui. Et d'ailleurs, je cache pas que quand ils m'ont proposé le poste, je l'ai accepté parce qu'ils mettaient beaucoup en avant la culture du work-life balance, justement à la nordique. Et c'était le cas pour ma boss qui, elle, partait à 17h. Et que même si nous on restait plus tard, là je me suis dit non, ça me correspond pas. C'était pas un manque de résilience, mais simplement une évidence pour moi. Ok, je sais comment ça fonctionne, je sais ce que je peux en apprendre, je sais ce que j'aime dans le travail d'équipe. Mais par contre, rester assise, donc physiquement, rester assise devant un ordinateur du matin jusqu'au soir, ça ne me correspond pas. C'est quoi? C'est le voyage qui te démange? C'était un esprit de liberté quelque part? Non, mais simplement, encore une fois, le sentiment d'être limité à une case. Je me suis dit fini le corporate. Je sais faire. Je vois les pros and cons, voilà, les avantages et les inconvénients. Mais pour moi, les inconvénients à l'époque en tout cas, m'ont paru plus importants. Donc j'ai décidé, ok, il faut partir, il faut prendre son envol, il faut faire les choses soi-même. Et j'ai recommencé parce que je le faisais déjà après Dior en parallèle de mes activités artistiques. Tout ce qui est conseil en marketing, pour des marques étrangères au Japon. Donc là, tu étais indépendante? Oui. À ce moment-là. Ouais. Est-ce que c'est le fait d'être salarié qui te bloquait? Non. Parce dans ton parcours, en fait, à chaque fois, tu t'es retrouvé salarié, tu t'es retrouvé un petit peu bloqué quelque part. Non, c'était plus épanoui en tant qu'indépendant, peut-être. Est-ce que c'est la recherche de la liberté ou c'était pas ça? Alors, je me suis posé la question, bien sûr. Je me suis demandé si j'avais un problème avec l'autorité et c'est pas du tout le cas. J'aime trop la diversité pour, en fait, correspondre à un poste, uniquement un seul poste. En fait, je pense que c'est surtout ça. Donc là, autonome, à Tokyo, toujours, hein, oui. Au Japon. Et là, tu représentais, c'était des missions de conseil pour les marques qui voulaient s'implanter au Japon, c'était ou ça qui étaient déjà implantées, mais qui avaient personne pour vraiment s'occuper du marketing. Voilà, des expériences comme ça, un peu inédites. Et après, un départ de Tokyo? Oui, après 10 années à Tokyo, le sentiment d'avoir un peu fait le tour. J'anticipais le fait que rester plus longtemps allait rendre cette séparation plus difficile. Donc, j'ai pris les devants, en fait. Quand j'ai senti que je commençais vraiment à bien m'établir, avoir mon réseau, avoir mes missions récurrentes et tout, c'est là où je me suis dit, il faut que je parte. Ok. Je sais que c'est très paradoxal, mais pour moi, c'est quand on commence à surfer la vague que j'ai envie de commencer autre chose. Vous êtes venu directement en Suisse, c'est ça? Oui, tout à fait. Tokyo, Genève. La première année d'installation ici, en fait, j'étais principalement encore à Tokyo pour terminer différents projets, notamment une émission télévisée que je présentais là-bas. Et là, encore une fois, c'était... Oui, c'est vrai qu'on est passé rapidement sans ça aussi, mais c'est vrai que tu présentais, je me souviens quand on s'était rencontrés, tu présentais une émission au Japon. Oui. Et sur le cinéma japonais. Oui, alors c'était une émission mensuelle pour la chaîne NHK World. C'est un peu entre guillemets le CNN japonais.
Et c'était pour faire la promotion du cinéma japonais, voilà, avec un peu comme maintenant, c'est-à-dire que moi j'étais dans le rôle de la journaliste, voilà, de la présentatrice, et puis je recevais chaque mois une personnalité pour discuter des sorties, et puis aussi des classiques, et selon une thématique, j'étais aussi interprète, donc j'avais des missions où j'ai eu l'opportunité d'être interprète pour Joël Robuchon, ou pour des actrices comme Nathalie Portman. Belle expérience. Oui, c'est surtout ça en fait. C'est au-delà du job. C'était pour moi le choix. Il venait toujours et il se faisait toujours par cette motivation de découverte, d'être l'interprète. Il y a une opportunité, on y va. Une opportunité, on y va. Oui, c'est ça. En fait, t'as pratiquement jamais refusé d'opportunité. Si quand même. Si quand même, mais de manière générale, oui, je dirais à 80%. Mon mode de pensée, c'est pourquoi pas. J'oublierai jamais. C'était j'ai eu cette image dans ma tête. Je me suis dit, je veux plus une vie selon le CV. Je veux plus, voilà. Là, tu serais dans l'incapacité de faire un CV aujourd'hui. Je crois avec tes franchement, différentes ce serait expériences. compliqué. Ouais, alors c'est pour ça, ce serait en fonction du job. J'éliminerais des choses et je mettrais des choses plus en avance, mais ce serait certainement pas linéaire. Ouais, certainement pas. Complètement. Donc là, Genève, qu'on passe de Tokyo à Genève, on est sur un gros choc quand même culturel. Là. Oui, alors en même temps, bon, c'est pas comme si je découvrais la culture occidentale européenne. Oui, je suis d'accord. Je dirais le choc, il a été plus au niveau densité humaine, parce que Tokyo, c'est dans les heures de pointe, si je puis dire, c'est 25 millions de personnes dans la ville, et puis ici, on est 600 000. Donc ce choc, il a été 25 millions, mais une manière de vivre. Alors faut pas le voir 25 millions comme on le vivrait à l'occidental. C'est-à-dire que c'est 25 millions sur une petite surface, et ils ont appris à vivre comme ça. Et tout est très régulé, quoi. C'est ça qui est quand on vient de l'extérieur comme ça, on va dans le métro, les gens sont en ligne dans le métro pour rentrer dans le métro, des choses nous les latins. Oui, ça c'est sûr. Alors c'est complètement paradoxal. Ce que je disais toujours quand j'habitais là-bas, c'est que pour moi, le seul stress de ma vie quotidienne à Tokyo, il était lié uniquement sur cet aspect de densité humaine. Mais par contre, je ressentais quasiment jamais le stress interrelationnel, interpersonnel. Tandis qu'à Paris, c'est l'inverse. Ouais, moi je l'ai pas ressenti. C'est une ville qui a une densité de population qui est juste gigantesque. Mais en même temps, on ressent pas ce stress comme on peut le ressentir à Paris. On peut avoir des jardins, on peut ressentir même une certaine sérénité dans certains endroits. Oui, tout à fait. Parce que les gens sont conciliants, recherchent l'harmonie, l'harmonie communautaire. Parce que encore une fois, c'est monoculturel. Tout le monde a l'habitude. Vous voyez, c'est depuis l'enfance. Donc, comme on a l'habitude, on n'a pas du tout ce ressenti de devoir et de rigueur et là. C'était encore une fois une opportunité qui s'est présentée. Une des marques de luxe avec laquelle j'avais travaillé au Japon m'a présenté à une agence spécialisée dans la formation retail, et c'est comme ça que je me suis tournée vers la formation retail. Ce qu'on appelle la formation retail, c'est tout ce qui est formation en vente, en management. C'est ce qu'on nomme aujourd'hui du soft skill. Versus hard skill, qui est plus dans la connaissance. Oui. Voilà. Je l'avais déjà fait en fait au Japon, donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis là ça fera 5 années et demie. Je travaille principalement en tant que formatrice et coach en vente, en relations clients et en management d'équipe. Donc là, tu as travaillé pour qui? Tu travailles pour Hermès, c'est ça? Alors aujourd'hui, c'est l'un de mes clients, oui. En effet. Mais j'ai eu des missions pour Chanel, Saint-Laurent, diverses maisons horlogères et joaillères. Donc là, tu as créé ta marque aujourd'hui.
Oui. Hein, Ça fait quoi, un an? Même pas? Même pas. Non, c'était l'été dernier. L'été dernier, oui. Donc il y a à peu près 7 mois, j'ai décidé de me brander. J'ai décidé de mettre ma petite touche suite à mon expérience. J'ai donc appelé mon agence Helen's Way. J'ai décidé de mettre mon nom dessus parce que j'ai le sentiment que c'est très personnel et aussi parce que mes clients m'ont souvent dit que ce qu'ils aimaient c'était Helen's Way. C'était ma façon de faire. Qui est différente. C'est ce qui fait la différence, oui, complètement. Je dirais ma particularité, c'est essayer d'apporter aux clients une solution d'excellence opérationnelle, donc à la japonaise, avec ce côté ce qu'on appelle la French Touch. Voilà, cette excellence japonaise avec cette French Touch qu'on va mettre du luxe, qu'on va mettre dessus. Comment tu l'as définie? Alors pour moi, la French Touch, l'avantage de la façon pas de faire, mais d'être à la française, c'est l'art de la conversation. C'est le savoir parler, une forme de savoir-être aussi. Et puis pour l'excellence opérationnelle à la japonaise, c'est plutôt le savoir-faire. Combiner les deux pour offrir aux clients une expérience en magasin qui soit de très haute qualité. En termes de service, c'est peut-être un des pays les plus pointus sur le service client. Je sais pas quelle est ton expérience là-dessus. Les États-Unis sont assez pointus aussi, mais sur une autre approche. Oui, tout à fait. Pour moi, au Japon, ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'il y a très rarement de mauvaises surprises. En fait, c'est cet alignement qui fait que quand vous êtes client, que ce soit même que vous alliez dans un restaurant ou dans un hôtel ou dans un magasin de vêtements, vous savez que vous aurez toujours le même niveau de service. Minimum qui est un minimum déjà très élevé. Où on va vous saluer déjà. Je ris parce que c'est rarement le cas par ailleurs. Il va y avoir un certain protocole. Donc cela vous enlève une forme de stress que moi je rencontre plus dans les pays occidentaux où on a le sentiment que c'est très variable entre les individus. Qu'est-ce que tu proposes aux maisons de luxe qui ont des succursales dans tous les pays? Alors c'est pas de développer un standard, mais c'est peut-être de développer en tout cas leur propre standard et d'avoir une philosophie qui soit une philosophie de marque sur l'accueil client. Oui, alors en général, les maisons ont déjà ça, et quand elles viennent vers moi, c'est plus pour des besoins ciblés du moment où ils auront reconnu qu'il manque certains comportements plus adéquats dans l'expérience client. Donc à partir d'un besoin spécifique, je vais leur apporter une solution qui dans la solution, en fait, je ferai un mélange de cette excellence opérationnelle à la japonaise avec ce côté French touch. Est-ce que c'est de retrouver une certaine standardisation quand même? Alors, ce qui est un peu dommage des fois, mais c'est vrai que quand on va dans des magasins de luxe ou même dans d'autres chaînes, on parlait d'Uniqlo, qui a des standards d'accueil et des standards aux caisses et des standards d'attente et voilà, il y a des standards qui sont assez agréables et qu'on soit à Paris, Barcelone ou New York, on trouve à peu près les mêmes standards quand même. Est-ce que c'est ça? Je pense que la force d'une marque, c'est ça. C'est une forme alors, le mot standardisation est souvent approché avec une connotation péjorative, mais pour moi, mais pas forcément. Non, je trouve que quand c'est bien fait, justement, mais sans cadre, là, pour moi, c'est l'anarchie et vous laissez trop de pouvoir à chaque individu, à son propre niveau, d'agir à sa manière. Et là, il y a un risque de manque d'homogénéité. Oui, complètement. Alors que le client, lui, quand il va dans t'as donné l'exemple d'Uniqlo. C'est la force d'Uniqlo, c'est que où qu'on aille, que ce soit à Barcelone ou à Paris ou à Tokyo, on peut retrouver un certain niveau de service et c'est ce qui fait la force de la marque aussi. Tu parlais de l'exigence du service client à la japonaise. Comment tu pourrais le traduire? Je pense
pense que tout le monde a déjà entendu l'expression Kaizen, l'approche Kaizen, qui a surtout été connue et étudiée à travers les sociétés les constructeurs automobiles. En fait, c'est l'amélioration continue. Voilà, c'est ça. toujours. Si on le définit, c'est ça. C'est d'être toujours dans des phases d'amélioration continue. Exactement. Et de la recherche de l'efficacité, de l'optimisation du temps, de l'espace. Et donc, il y a pour moi cette approche Kaizen qui va aider non seulement les équipes de vente, mais aussi aujourd'hui, les clients ne veulent pas perdre leur temps et donc c'est vraiment l'efficacité, la rapidité, c'est, je pense, des facteurs indispensables dans une expérience client de qualité. Mais bien sûr, cette approche-là ne suffit pas. Il faut aussi l'aspect humain qui vient équilibrer la balance et qui va apporter cette valeur ajoutée par rapport à un shopping en ligne qui justement a toute la partie Kaizen. Oui, complètement. Et c'est de pouvoir aller chercher, alors sur cette approche client, alors on parle d'expérience client, ce que vit le client quand il rentre dans le magasin, et ce qu'il en ressent, et ce qui fait qu'il va revenir ou pas revenir d'ailleurs. Quelle est la difficulté de former des cultures très différentes en fait? Parce que tu travailles dans les Émirats, tu travailles aux États-Unis, tu travailles dans les pays européens, tu travailles au Japon, tu travailles en Chine, qui est encore très différent. Quelles sont les difficultés vraiment que tu rencontres pour faire? J'ai vu plus de points communs que de points divergents. C'est qu'en fait, quel que soit le pays ou la culture, le client, c'est le client. Enfin, et en fait, au-delà d'être un client, c'est un être humain. Et à partir du moment où on a la volonté de faire plaisir, de bien servir, on n'a pas forcément besoin d'outils différents. Pour exemple, quand j'ai des participants dans mes formations qui me disent ah maintenant, moi je peux pas vendre aux Chinois parce que je parle pas chinois. Alors je demande souvent est-ce que quelqu'un dans la salle possède un animal de compagnie? Do you have a pet? Et souvent il y a toujours quelqu'un, qui au moins une ou deux personnes qui ont un chat, un chien. Je leur demande mais comment communiquez-vous avec votre animal? Je lui parle. Mais vous parlez la langue du chat? Vous parlez la langue du chien? Non, mais on se comprend. Je dis alors pourquoi est-ce que vous pouvez supposer que vous ne pouvez pas communiquer à un Chinois alors que vous arrivez à communiquer avec votre animal de compagnie? Et là, oui, ils me regardent tous un peu surpris et puis aussi se rendant compte que mon propos est juste. Et qu'en fait, c'est surtout une question d'intention et que au-delà des barrières linguistiques et culturelles, l'intention, on la ressent plus dans notre côté intuition humaine. C'est cette intention. Alors c'est ce qu'on va retrouver. En tout cas, c'est ce que j'ai retrouvé moi au Japon. En fait, c'est d'aller au devant de la demande d'un client. C'est-à-dire que soit on est juste sur une expérience, une relation client qui va être la relation client basique. Le client nous demande quelque chose et on lui répond. Ou soit on va devancer les besoins du client. On lui propose déjà une solution qu'il aura même pas exprimée, quoi. Et clairement pour ça, il y a une très belle expression en japonais qui s'appelle omotenashi. Et cette culture de l'omotenashi, c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire anticiper tout besoin et les satisfaire sans même que l'autre ne s'en rende compte. C'est ça. Et ça c'est le summum. Parce que on ne donne pas le sentiment à l'autre qu'on est dans une relation de transaction, mais simplement qu'on est là d'être humain à être humain, avec cette intention de faire plaisir, d'apporter un sentiment de confort, et ça sans jamais rien attendre en retour. Ça demande des compétences spécifiques. Alors est-ce que il y a des formations, bien entendu on peut faire monter les gens en compétences, mais est-ce que ça demande des compétences spécifiques? Est-ce que ça demande aussi, je pense quand même, un management spécifique? Parce que je crois que les collaborateurs ou les vendeurs dans des magasins vont pouvoir développer ça s'ils ont le management qui leur permet de le faire. Et s'ils ont l'organisation qui leur permet de le faire. Et si on leur laisse l'autonomie de le faire. Je pense pour moi, avant tout, c'est une question de culture d'entreprise. Si l'entreprise n'est mue que par, atteindre des objectifs chiffrés, on est sûr d'avoir sur toute la lignée une approche transactionnelle. Et c'est là où il faut aller creuser plus profondément. C'est voir
comment est-ce qu'on peut équilibrer entre ces objectifs de chiffres, les KPIs, et puis l'idée de développer des relations et de comprendre que pour faire revenir des clients, il faut plus que des tactiques de vente, mais aussi une forme d'intelligence relationnelle. Et ça, forcément, si les gens qui sont, sur des postes supérieurs ne montrent pas l'exemple, c'est plus difficile de convaincre ceux qui sont en front line, les ambassadeurs. Il est plus difficile de les convaincre à adopter cette façon d'être, parce que c'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être. Oui, complètement. Donc le management doit lui aussi être en phase avec ce savoir-être. Cet c'est état là où d'esprit. Il faut qu'on trouve l'alignement. Il faut qu'il y ait une vraie alignement. Moi, j'aime bien cette notion d'alignement en fait sur la culture d'entreprise, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ça doit pas être juste une culture d'entreprise qui doit être marquée sur les murs, mais un alignement entre la direction, les managements et le collaborateur. Et là, on arrive à faire des choses intéressantes. Ouais, et l'appréciation de chaque individu pour qui il est, au-delà des résultats chiffrés, mais juste plus un équilibre vraiment où l'humain a quand même une certaine importance. Ce que je constate assez régulièrement, c'est le sentiment qu'ont les collaborateurs en magasin d'être remplaçables. Et c'est sûr que si vous donnez ce sentiment que le rôle du vendeur est un rôle sans grande importance et que il peut être remplacé facilement, là vous ne développez pas du tout l'aspect humain la partie savoir-être, ça, c'est clair. Tout à fait. Et donc forcément il y a une absence d'engagement vis-à-vis de la marque. C'est un cercle vicieux et donc une moindre attention auprès des clients de cette marque. Pour finir sur cette partie-là, est-ce que le digital a changé la relation client magasin? Alors je pense que oui, parce que le client est très différent aujourd'hui qu'il y a même 5 ans ou 10 ans. Des fois il passe. C'est vrai qu'avant on venait en magasin, on avait une expérience client en magasin, on achetait en magasin. Aujourd'hui, le client il passe en magasin, n'achète pas forcément en magasin. Il va peut-être acheter sur Internet. Ou il va peut-être aller sur Internet et il viendra acheter en magasin. Il n'y a plus vraiment de règles, en fait. Ils sont omnicanal. Qu'est-ce que ça a changé ou ce que ça a modifié sur l'expérience client ou la relation client-magasin? Ce qui est certain, c'est que voilà, le fait qu'il se soit omnichannel, voilà, il y a la possibilité d'acheter ailleurs qu'en magasin. Donc, pour moi, ce qui est certain, c'est que sans valeur ajoutée spécifique à ce qu'on appelle le brick and mortar en anglais, donc vraiment la vente en magasin. L'e-commerce, on le voit chaque année, c'est des croissances à 2 chiffres. Que l'intelligence relationnelle devient une compétence plus importante que jamais. La valeur ajoutée, ça va être ça. C'est l'humain, c'est l'humain, et c'est la capacité pour un vendeur d'être force de proposition, de savoir de mettre l'autre à l'aise et de lui faire plaisir, qu'il ait un moment en magasin qui soit mémorable et le summum, c'est de pouvoir créer une relation qui va faire que le client va vouloir revenir vers vous parce que vous êtes expert, parce que vous savez bien l'accueillir. Et au final, quand on fait du shopping, on veut faire du shopping, ça doit être une partie de plaisir, pas une corvée, pas un devoir. Pas que les produits. Bien sûr, les produits aussi. Il faut travailler énormément sur ce qu'on appelle le stock management. Bien sûr, oui. Mais au-delà de ça, c'est pour chaque personne qui entre, qui passe la porte, comment lui faire sentir qu'elle est importante. La passion. Si on parle de passion, j'aime bien revenir là-dessus. C'est un peu en japonais l'ikigai. Ça, je sais pas si je le dis bien, mais c'est comment on peut le traduire? Oui, alors pour Ikigai, c'est pas forcément lié à la notion de passion, mais simplement ce qui fait la raison de vie. On traduit littéralement, c'est un petit peu ça. Je suis surprise, j'avoue, de voir comment cette expression assez commune au Japon a pris son envol au niveau international. Je pense que beaucoup de Japonais aussi, surtout à Tokyo, devraient se poser la question de l'ikigai, de leur ikigai individuel.
J'ai pas forcément fait mes choix jusqu'à présent avec un ikigai voilà clair et net. Je pense que ça fait longtemps voilà que j'ai abandonné l'idée d'avoir un parcours linéaire, logique, avec toujours cette idée de promotion, ou disons de réussite professionnelle liée à un plus grand salaire ou à une Mais plus grande l'ikigai, c'est pas renommée. forcément ça, si. L'ikigai à la japonaise, c'est ça? Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. C'est plutôt c'est plus holistique en fait. Ouais. L'idée c'est de est-ce qu'on a une vision philosophique ou pas de sa vie. Je dirais que c'est plutôt ça. Et qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin et de vous dire ok je fais ça pour cette raison-là. Ouais. Pour cette raison particulière qui est mon ikigai. Je trouve que c'est un concept qui est un concept intéressant, parce qu'on est dans une période où les gens se posent de plus en plus de questions sur le sens de leur vie, sur le fait il y a beaucoup de présentéisme en entreprise, beaucoup de burn-out, il y a des gens qui sont pas bien en entreprise mais qui y restent pendant 20 ans. Et voilà, quel sens on donne à tout ça et quel sens on donne à sa vie. Et on arrive peut-être à la fin d'une vision de la société de consommation où on vous dit voilà, il faut consommer, il faut ça pour être heureux. Et peut-être que de revenir à quelque chose d'un peu plus philosophique de sa vie, ça permet peut-être d'être un peu plus épanoui, je sais pas. Oui, je constate que c'est la mouvance générale aujourd'hui. Je pense qu'on arrive à un stade où les gens veulent retrouver une forme d'équilibre dans leur vie. Voilà, vu de manière holistique, où il y a peut-être un peu moins de scission entre la part privée et la part professionnelle, et faire en sorte que la part professionnelle ait une raison d'être qui dépasse les besoins financiers et puis aussi une forme de satisfaction de l'ego sur le plan de la carrière professionnelle. Autour de moi, je rencontre de plus en plus de personnes qui, comme moi, décident d'être indépendants. Mais quelque part, c'est la motivation vient en effet de cette envie de faire une différence, de contribuer à la société à sa propre manière. Alors et toi, est-ce que tu as trouvé ton ikigai aujourd'hui? Tu me disais non, pas forcément, ou pas. Je sais pas si on peut le trouver. C'est peut-être une recherche toute sa vie d'ailleurs. Hein, je sais pas. C'est peut-être un chemin surtout. Hein, ouais. Je suis pas, je vis pas avec un objectif, j'avoue. C'est pas mon mode de fonctionnement. Je suis plutôt dans la spontanéité. Je me rappelle en fait de ce discours de Steve Jobs, le discours de graduation speech à Stanford. Il parle de looking back. Il dit en regardant en arrière, il dit voilà, j'ai pu connecter tous les points. Mais quand il avançait, lui, il voyait pas forcément que c'est sa curiosité ou ses cours de calligraphie et puis voilà toute cette partie plus artistique allait vraiment contribuer des années plus tard à la réussite d'Apple, de sa société. Oui. Et en fait, c'est ça. Moi, alors, sans faire de rapprochement avec la personne de Steve Jobs, hein, certainement pas. Mais je pense que je fonctionne de manière similaire, c'est-à-dire chaque moment de ma vie, je fais des choix qui sont un peu indépendants des choix passés ou peut-être des choix futurs. Mais là, aujourd'hui, par exemple, en tant que formatrice et coach dans le secteur du retail, je me rends compte à quel point mes 5 années chez Dior et mes 4 années en droit, et puis le fait que je me sois intéressée, que j'ai appris le mandarin et mes années de carrière artistique, je me rends compte à quel point tout ça, dans un espèce de méli-mélo confus, finit par faire la différence en fait. Faire ce que tu es toi, faire ta richesse oui, complètement. Ouais. Oui. Alors que si on devait étaler tout ça sur un CV, on n'y verrait aucun lien. Et pourtant aujourd'hui, je me rends compte que c'est tout ce mélange qui maintenant contribue à me permettre de proposer autre chose dans le métier que j'exerce. Est-ce que tu aurais un mantra? Alors je sais pas si c'était un mantra ou
parlais de pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que quel serait ton mantra? Alors c'est en effet c'est pourquoi pas. D'accord. Mais pourquoi pas est lié à une autre question, parce que c'est deux questions à chaque fois que je me pose. Pourquoi pas? Et la seconde, au pire, qu'est-ce que je perds? Vraiment. Et d'ailleurs, c'est la question que je mets toujours en avant auprès de mes amis célibataires. C'est quand on discute de la difficulté des rencontres amoureuses, je leur dis mais pourquoi pas Tinder? Pourquoi pas sortir dans un bar seul, et pourquoi pas aller à la rencontre de quelqu'un qu'on trouve séduisant? Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, qu'est-ce que tu as perdu? Tu auras peut-être perdu une demi-heure, tu auras perdu, enfin, qu'est-ce que tu risques en fait? Au pire, qu'est-ce que tu risques? Et je me rends compte que on se met des obstacles totalement inutiles, et qu'en les enlevant et qu'en tentant, peu importe le résultat en fait, le fait d'avoir tenté et d'être allé vers l'autre, vous avez encore plus confiance en vous-même et aussi plus confiance en la bonne nature humaine. Parce que vraiment, les expériences de rejet, je pense qu'on les a plus dans notre monde imaginaire que dans la réalité. À partir du moment où on va vers l'autre avec une intention positive, je suis convaincue la réaction sera positive, tout simplement. Pour terminer, est-ce que tu aurais des livres à nous recommander? Qu'est-ce qui t'inspire, ou des gens inspirants? Pour oser passer le cap du corporate vers une vie plus indépendante, moi, un livre qui m'avait aidé à faire ce pas, alors c'est en anglais, mais je suis sûre que c'est traduit en français. Ça s'appelle The 4-Hour Week de Tim Ferriss. Alors bon, lui clame qu'il arrive à ne travailler que 4 heures par semaine. Moi, ça n'a pas été mon objectif quand j'ai lu le livre, mais c'est un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux et m'a permis d'imaginer, en tout cas, d'imaginer à travers la lecture que je pouvais travailler autrement que de 9h à 21h tous les jours dans un bureau. Donc voilà, je recommande ce livre pour cette raison. Ensuite, un livre qui m'a bouleversée dans une phase de crise un peu existentielle, comme on dit en anglais, midlife crisis, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un best-seller qu'on trouve en général dans toutes les librairies. C'est de la psychologie vulgarisée. Vulgarisée, c'est pas dans une connotation péjorative du tout. Bien au contraire, cette psychologue a su très bien retranscrire des études, des recherches qui ont été faites depuis bien longtemps sur les typologies de personnalité. C'est un livre qui m'a permis d'avoir encore plus d'empathie vis-à-vis, mais de toute personne, parce qu'à travers la lecture de ce livre, vous comprenez en fait les peurs et les traumas qui se cachent derrière tout type de personnalité. Et donc, vous comprenez que des personnes qui ont peut-être tendance à être très colériques ou qui vont avoir un côté très dominant, mais en fait, vous comprenez que ça vient pas d'un mauvais fond, simplement de certaines peurs accumulées au travers de l'enfance, de blessures. Ouais, tout à fait, exactement. Et donc, depuis que j'ai lu ce livre, et d'ailleurs que j'ai lu et relu et recommandé à beaucoup de personnes, je me rends compte à quel point il a ouvert mon cœur, et donc j'ai encore moins de préjugés et encore moins de résistance vis-à-vis de qui que ce soit. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment le livre qui m'a le plus bouleversée dans le bon sens. Bon, c'est beau. On va garder ça pour la fin. Je te remercie. On mettra toutes les références bibliographiques sur le podcast et dans les commentaires et sur le site. Et je vais te demander une dernière chose qui est un peu inhabituelle. Est-ce que tu pourrais, alors notre podcast s'appelle Embarquement immédiat. Est-ce que tu pourrais me dire embarquement immédiat en japonais? Alors je vais essayer de le faire le plus réaliste possible.
皆様、間もなく登場の時間が参りました。 Merci à toi, c'était très gentil. Merci à toi. À ありがとう bientôt. ございます。 Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, -du6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn.